Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal, un journal spécial pour les 10 ans de la chaîne KTV. Et oui, il y a tout juste 10 ans, nous émettions pour la toute première fois à Mayotte. Avant de retracer ces 10 années riches en actualité, je vous propose de disséquer l'actualité du jour avec tout d'abord les acteurs de l'île qui s'unissent contre la délinquance. C'est le cas du collectif du Monde économique de Mayotte, emmené par son président Marcel Rinaldi. Le SMEM a décidé d'apporter sa pierre à l'édifice afin de sortir de la spirale négative dans laquelle est plongée l'île. Dans une lettre adressée aux 17 communes du département, Marcel Rinaldi espère coopérer avec les élus locaux afin notamment de favoriser l'insertion des jeunes. Chaïdi Maoulida. Dans un courrier adressé à toutes les municipalités de l'île, le collectif du Monde économique de Mayotte souhaite apporter sa pierre à l'édifice afin de lutter contre l'insécurité sur le département. Au cœur du projet, la jeunesse du territoire et son insertion professionnelle comme priorité. Ce qu'il faut considérer, c'est qu'une partie de l'insécurité est liée à l'oisiveté de la jeunesse et au manque d'insertion et le manque de perspective sur la vision de leur avenir. Je pense que si on arrive à leur donner une perspective d'avenir, on va quand même arriver à régler certains problèmes. Notre capacité à nous, c'est d'apprendre un métier, c'est d'amener de l'insertion sociale, c'est d'amener du projet professionnel, c'est de montrer un chemin professionnel. Donc on est là, on se positionne, les patrons s'engagent pour faire ça. Afin de mener à bien le projet, Marcel Rinaldi souhaite une implication collective au sein du département, d'où la volonté d'impliquer les municipalités de l'île. On pourrait avoir des commerçants qui auraient besoin d'agents de sécurité autour de leur commerce. Et l'idée, c'est de trouver un cercle vertueux avec un maître d'apprentissage à société de sécurité, un client final, donc le commerçant, la mairie qui identifie les profils. Et puis, on crée une communauté qui va veiller sur le projet et s'assurer de la réussite de ce projet d'insertion, de manière à ce que le jeune comprenne qu'on peut lui faire confiance et qu'on peut l'amener vers autre chose. La communauté du Monde économique de Mayotte souhaite dans un premier temps avoir un référent implanté dans chacune des communes de l'île. Des discussions sont en cours en ce moment même avec les mairies de Bandjélé, Mamoudzou et l'Abattoir. Et les femmes étaient à l'honneur aujourd'hui avec le prix des 1000 possibles, une récompense nationale lancée par la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Objectif, mettre en avant une femme au parcours d'excellence et une initiative locale en faveur de l'égalité des sexes. Pour cette première édition, le club d'athlétisme de Mamoudzou a été primé et notre ancienne consoeur Amina Ariti, qui sera avec nous dans quelques minutes, a été désignée femme modèle. Ivan Rakotovaou. Pour sa première édition, le prix des 1000 possibles voulait récompenser une femme au parcours riche et inspirant. Amina Ariti semblait toute désignée, elle dont la détermination l'a menée de l'entrepreneuriat à la politique en passant par le journalisme. Aujourd'hui, en fait, ce prix, encore une fois, ça montre que le travail paye. Et je dis à toutes les femmes, mon message, c'est vraiment de leur dire, une fois que vous vous sentez prise vraiment par quelque chose, une envie de faire quelque chose, n'hésitez pas à vous lancer. Et puis, peu importe, on peut échouer, recommencer. Ce qui compte, c'est vraiment d'avoir l'envie de faire les choses. Cette envie de faire a justement animé le club d'athlétisme de Mamoudzou, primé lui aussi dans la catégorie initiative régionale. On a une section sport santé où là on a essentiellement des femmes, une trentaine de femmes, on va dire 90% de femmes. Et c'était important pour nous de toucher cette population par rapport notamment au diabète, au surpoids et des problèmes physiques. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en place cette section. Le prix des 1000 possibles a été lancé en mars dernier par la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Il récompense des femmes au parcours d'excellence et des initiatives en faveur de l'égalité des sexes. Objectif, mettre en avant des modèles pour inspirer les jeunes. À travers ces femmes modèles qu'on mettra en avant, c'est l'occasion aussi de montrer la voie à nos jeunes femmes, que c'est possible, que ce soit en politique, dans le journalisme, dans l'entrepreneuriat, dans tous ces domaines-là, qu'elles peuvent aussi le faire elles aussi. Et puis aussi avec ce club, l'association, c'est montrer qu'on peut aussi être fraternel en fait, en s'entraidant de façon à ce que tout le monde puisse accéder à cette égalité. Parce que finalement, c'est avec cette fraternité qu'on pourra aussi aider à accéder à cette égalité entre les femmes et les hommes. Le prix des 1000 possibles récompense des personnes dans toute la France. Au total, pour cette première édition, 18 femmes modèles et 18 associations ont été primées.
Il est temps de se plonger progressivement dans ces 10 années de journal télévisé sur KTV. Ce matin, pour les 10 ans de la chaîne, le préfet était sur notre plateau. Il est revenu sur l'importance d'avoir une véritable pluralité médiatique à Mayotte. Un hommage à tous ceux qui, depuis une décennie, tentent d'offrir une information différente de celle proposée par le service public. On écoute Jean-François Colombet lors de la matinale spéciale de Kwesi. Est-ce que vous pouvez imaginer une seconde Mayotte sans Kwesi ? Est-ce que vous pouvez imaginer une seconde Mayotte avec un seul média audiovisuel ? Non, bien sûr que non, plus dans le monde moderne. C'était valable il y a sans doute 30 ans ou 40 ans, plus aujourd'hui. Donc on ne peut que se féliciter d'avoir le pluralisme, parce que le pluralisme c'est la respiration, c'est la démocratie. Et Mayotte c'est un département français et c'est une grande démocratie naturellement. Et donc il faut que toutes les sensibilités puissent s'exprimer. Il faut qu'il y ait une autre sensibilité qui s'exprime, une autre tonalité. Et vous le faites remarquablement. Enfin, je le dis, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais très franchement, je trouve que c'est une respiration indispensable à Mayotte que d'avoir 2 médias audiovisuels ici. Bon anniversaire encore. Merci d'avoir joué le jeu. Bon anniversaire à Patrick Millon. Et chose promise, chose due, nous allons sans plus attendre nous plonger au cœur de 10 années d'actualité sur KTV. L'habillage du JTM n'a cessé d'évoluer au fil du temps et des génériques. Et place tout de suite à l'anniversaire de Kwesi. On commence justement par 10 ans de générique. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent lors de cette édition spéciale pour les 10 ans de la chaîne. Je l'évoquais en ouverture, il y a 10 ans tout juste, nous vous proposions une première page d'information sur KTV. Depuis tous les soirs de la semaine, nous sommes fidèles au poste pour vous proposer l'actualité du jour. Et pour décortiquer cette décennie d'informations, nous accueillons ce soir 2 invités exceptionnels qui ont marqué l'histoire du JT de KTV, 2 présentatrices phares, Abi Saïd Adinani et Amina Ariti. Abi, vous êtes avec nous depuis Paris où vous poursuivez votre carrière de journaliste chez nos confrères d'Outre-mer 360. Bonsoir et merci d'avoir accepté d'être présente avec nous ce soir. Vous y teniez et vous nous avez aidé à préparer cette émission. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous les auditeurs, téléspectateurs qui nous regardent et qui nous écoutent. Vous restez avec nous bien sûr, je me tourne vers notre seconde invitée. Présente en chair et en os Amina Ariti, qu'on ne présente plus, journaliste, chef d'entreprise, femme politique, vous multipliez les casquettes et votre emploi du temps est plutôt chargé, mais vous avez également dit oui sans hésiter pour être avec nous ce soir. Amina, bonsoir. Bonsoir Pierre et bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Et bonsoir Abi. Alors, je vous propose de commencer sans plus tarder en nous plongeant tous dans l'histoire du GTM. Au lancement de KTV, pour offrir de l'information aux téléspectateurs, il fallait envoyer à Paris des disques durs tous les 2 jours. L'actualité avait donc 48 heures de retard sur KTV. Je vous propose de regarder un extrait du journal tout en images diffusé le 8 août 2011. Bienvenue dans l'édition du lundi 8 août. On démarre tout de suite avec la cérémonie des Jeux des Îles qui s'est déroulée le vendredi dernier et qui n'en finit pas de faire parler d'elle. Mayotte n'a eu droit ni à son hymne national, ni à son drapeau bleu, blanc, rouge. La délégation a défilé avec un drapeau bleu ciel et des survêtements du même ton. Le tout sous couvert de l'organisation séchelloise et du comité d'organisation qui ont répondu par la positive aux pressions du gouvernement comorien. Le président du conseil général, Daniel Zaidani, aurait tenté d'agiter un mouchoir bleu, blanc, rouge depuis la tribune, mais il a été prié de le ranger sous peine de voir Mayotte disqualifiée.
Alors comme on peut le voir, certains sujets n'ont que peu évolué en 10 ans à Mayotte. Abi, à cette époque, vous étiez stagiaire de juin à septembre 2011. Racontez-nous comment ce tout en images était conçu. Il n'était à cette époque plus obligatoire de passer par Paris. Alors en fait, moi, quand je suis arrivée, c'était donc Clémentine Baye qui était rédactrice en chef de Kwezi Télévision, mais aussi qui était rédactrice en chef du journal radio. À la base, c'était un journal radio qu'on déclinait pour la télé le soir. Et quand je suis arrivée, donc, au début, je faisais des brèves. Petit à petit, j'ai commencé à m'impliquer un peu plus dans le journal radio. Et puis un jour, Clémentine Baye m'a dit, bon, bah, maintenant, faut y aller, quoi. Donc, ça va être à toi de voir un peu comment ça se passe et de gérer ça. Et donc, du coup, pendant 2 semaines au mois d'août, j'ai commencé donc à faire le journal radio et du coup à faire aussi le journal télé qui était au début, qui était assez court, c'était 6 minutes. Il fallait le faire avant 15 h parce qu'il fallait l'envoyer à Paris pour une diffusion à 8 h. Donc, nous, ce n'était pas du direct. On avait des délais extrêmement courts et donc on avait pris le parti de proposer une information plutôt brève, mais on donnait cette information et c'est comme ça donc que ce journal télévisé tout en images était construit. Un dernier mot sur le sujet, Abi, sur cette première époque du JT. Combien de personnes travaillaient sur ce journal? C'est vrai que derrière les écrans, on ne se rend pas forcément compte, mais Kwezi, c'est une toute petite équipe. Est-ce que vous vous souvenez à l'époque combien de personnes travaillaient sur ce JTM? Alors, il faut savoir que la chaîne de Kwezi, ça la mutualisation des ressources. Ce qui fait que les personnes qui travaillaient pour Mayotte Matin travaillaient aussi pour Kwezi FM et pour KTV. Et donc, sur le journal en lui-même, il y avait 1, 2, 3, peut-être entre 3 et 4 personnes, mais ce n'était pas vraiment 3 ou 4 personnes, puisqu'on essayait vraiment de mutualiser le plus possible avec la matinée du matin à la radio, avec le France Mayotte Matin qui avait énormément de contenu. Donc, sur le journal, il y avait entre 3 et 4 personnes au début, mais il y avait aussi toute cette équipe du groupe Kwezi qui était en renfort, en support sur ce journal. Une équipe multitâche et venons-en justement maintenant à une première révolution pour le JTM de KTV, l'arrivée du présentateur ou plutôt de la présentatrice puisque c'est vous, Abi, qui avez eu l'honneur de présenter pour la toute première fois le JT de KTV. C'était le 3 septembre 2012 et je vous propose de regarder un extrait de ce journal. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de ce lundi 3 septembre. Tout de suite, voici les titres de votre édition. Quel était votre état d'esprit, Abi? C'est la question qu'on a envie de vous poser à ce moment-là et que représentait pour la chaîne ce début de la présentation en direct? Une grande fierté, un commencement de quelque chose. Et vraiment la joie de réussir à concrétiser ce nouveau pas, parce que c'est vrai qu'en 2011, quand je suis arrivée, j'étais en stage, mais déjà Patrick Millard donc me parlait des projets de Kwezi, de ce qu'il voulait faire, de comment il voyait les choses. Et moi, je suis restée donc quelques mois à Kwezi, je suis repartie pour continuer ma formation en école de journalisme et on s'était dit rendez-vous l'année prochaine et effectivement dès que j'ai terminé mon école je suis revenue à Kwezi et c'est vrai qu'on a accompli tous ensemble ces pas petit à petit et donc ce journal c'était un nouveau pas à l'histoire de Kwezi, c'est quelque chose qu'on a préparé, c'est quelque chose
qu'on a minutieusement programmées, et il y avait énormément de stress parce qu'on était tous autour d'un projet nouveau. C'était quelque chose, on ne savait pas ce que ça allait donner, comment ça allait être reçu. Donc il y avait énormément de stress, et puis quand ça a été fait, une grande fierté, une grande joie, et puis surtout on a senti l'engouement des Mahorais et des Mahoraises qui se sont dit il y a quelque chose qui se passe, ça bouge, et ça c'était aussi une fierté. Il est temps, justement, Abby, de faire un bond en 2014. Et ça va être avec vous, Amina, puisque en 2014, vous présentez le journal pour la toute première fois. On est le 23 septembre 2014. On revoit ça avec quelques petits soucis avec le fond vert derrière vous. Oui. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Notre invité ce soir est Régis Maceo, le nouveau président du Parc naturel marin de Mayotte. Bonsoir Régis et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, bonsoir. Cela fait tout juste quelques heures que vous avez été élu président du parc. L'élection a donc eu lieu ce matin à la mairie de Mamoudzou. L'élection sur laquelle nous reviendrons au cours de ce journal, tout comme nous parlerons plus généralement du parc lui-même. Mais d'abord, découvrons ensemble les titres de ce mardi 23 septembre. Alors Amina, outre le fait qu'on ne sache pas de quel parc vous parliez, qu'est-ce qui vous a convaincu de rejoindre la chaîne? Car dans les faits, vous avez rejoint Kwezi plusieurs mois auparavant, notamment au moment des municipales de 2014. Exactement, il faut savoir que Patrick est très audacieux et il a l'art de convaincre les gens sur des choses qui normalement ne convainquent personne. Et Patrick m'a demandé un rendez-vous à l'époque, c'était un début de semaine, pour me demander de présenter le JT parce qu'Abby était malade et que justement il voulait continuer la présentation. Or, je n'avais jamais fait ça. Et je me suis dit, j'ai regardé, Patrick, est-ce que tu es sérieux? Il m'a dit, oui, je te vois bien faire ça. Et le lendemain, j'étais à l'antenne pour mon premier JT. Et il m'a dit, tu as transformé l'essai, sauf que moi, je ne connais pas le langage rugby. Je lui dis, ça veut dire quoi? Il me dit, on continue. Et après, quelques temps après, c'était les municipales de 2014. Et là, on a fait la soirée électorale pendant 4 heures à l'antenne. Et c'est comme ça que ça a commencé la collaboration avec Kwezi. Avec ensuite des dizaines de JT que vous avez présentés, notamment à partir de mars 2015. C'est un grand souvenir pour vous, ces présentations? Oui. C'était pas simple parce que je n'avais jamais fait d'antenne, surtout en direct comme ça. J'avais fait du journalisme mais radio, donc on est plus à l'aise, c'est beaucoup plus simple à présenter. Mais là, la télé, j'appréhendais, mais en fait, comme je me sentais à l'aise avec Patrick, avec l'équipe, donc ça s'est plutôt bien passé. Il y a des souvenirs assez cocasses, mais ça va. Dans l'ensemble, je regarde un très bon souvenir. Alors, il y a eu des bons moments, il y a eu des plus mauvais. C'est notamment le cas le 16 mars 2016, parce qu'après bientôt 5 ans d'existence, KTV est victime d'un cambriolage. Des dizaines de milliers d'euros de matériel s'envolent dans la nature. Un terrible coup d'arrêt dont je vous propose de voir un court résumé. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal, une édition un peu particulière, différente de celle que nous vous proposons tous les soirs et qui fait suite au cambriolage de Kwezi. Nos locaux ont été visités en effet cette nuit, vous pouvez le constater en regardant le plateau. Le préjudice matériel est considérable, sans compter les conséquences sur la diffusion de nos programmes qui de fait sont complètement bouleversés et ce jusqu'à nouvel ordre. L'équipe de Kwezi est donc encore sous le choc, mais malgré l'émotion et même dans les conditions difficiles, nous continuerons à vous tenir informés. C'est bien que la radio puisse continuer, c'est une bonne chose. C'est bien que l'écrit puisse continuer, ce qui est une bonne chose, mais le plateau télé, c'est juste abominable. Le choc vraiment est indescriptible. Il ne faut pas oublier que la radio et la télé Kwezi, c'est la chaîne mahoraise, c'est notre chaîne mahoraise et c'est toute l'île qui est touchée. Et donc, comme on peut le dire, on est tous Kwezi ce matin. On parle d'une vie tout entière en fait, consacrée à ça et à arriver à ce qu'on est arrivé grâce à vous tous. En 5 ans, avoir une équipe de un peu moins de 30 personnes, tous supports confondus, qui arrive à travailler en synergie pour donner une information qu'on voulait différente de celle qui existe. Pas forcément mieux, ni moins bien, mais différente, et donner la possibilité à Mayotte
et à tous ceux qui y vivent d'avoir la première des libertés qui existent au monde, celle d'avoir le choix. Et tout ça, on nous l'a volé. Alors c'est un moment difficile, Amina, j'imagine que vous vous souvenez très bien de cet épisode. Racontez-nous l'état d'esprit de l'équipe qui n'a pas voulu lâcher le soir même, on vient de le voir, il y a eu un JT qui a été présenté, on a continué à offrir de l'information dans des conditions difficiles. Alors je me rappelle Shakila qui m'appelle, qui me dit ils ont tout volé. Je dis à qui? Ils ont volé quoi? Ils nous ont tout volé. Et il me dit écoute, viens à Kwezi. Donc c'était le matin très très tôt, je me rappelle. J'ai juste mis, je suis même quasiment venue limite en pyjama. Vous vous rappelez, j'étais même pas en catastrophe. J'ai découvert ça, mais j'étais vraiment catastrophée. Et je ne pouvais pas imaginer que ça pouvait arriver. En tout cas, pas une télé locale qui informait les Mahorais, qui travaillait avec et pour les Mahorais. Alors l'équipe n'a rien voulu lâcher. Grâce à la mobilisation des Mahorais aussi, on se souvient de cette association Kwezi C'est Nous. Nous avons reconstruit le plateau sur lequel nous sommes ce soir, un plateau qui a été le théâtre de 5 ans, les 5 dernières années d'actualité. Nous avons souhaité revenir justement sur les moments marquants de ces 10 dernières années. Il nous a fallu pour cela faire des choix cornéliens, tant l'actualité a été riche, à commencer par les mouvements sociaux qui ont rythmé ces 10 ans. Grève totale, grève Maïko, grève Colas, grève au port de Longoni, grève dans l'éducation nationale et bien évidemment grève générale comme au mois de mars 2011, de septembre-octobre 2011, la grève contre la vie chère. Regardons un extrait qui revient sur les tensions apparues dès le mois de septembre 2011. À avancer avec les gaz lacrymogènes ici. C'est compas. La tête du cortège. Le rempart à sol. C'est pas notre président, parce qu'on passe pas ses contrats. Restez derrière, par contre. Restez là, restez là, restez là. Le préfet. Je lui ai demandé regardez-moi ça, au préfet de prendre ses responsabilités. Regardez au préfet, regardez ce qui se passe. Je me retourne vers vous, Abi. Vous avez vécu les prémices de ce mouvement. Vous étiez alors à la fin de votre stage. Racontez-nous l'ambiance en ce mois de septembre 2011. Alors, moi, j'étais en fin de stage, mais on avait fait un CDD pour que je reste un peu plus longtemps parce que ma rentrée, en fait, était en octobre. Donc, j'étais en fin de stage, mais Patrick Milan m'avait donc proposé de rester un peu plus longtemps. Et je me rappelle de ce 21 septembre 2011 où il y a donc le début de général et comme à chaque grand mouvement, à chaque chose qui se passe, on met en place tout de suite, on mettait en place tout de suite sur Kwezi FM un dispositif. Il y avait donc, je me rappelle, édition spéciale, Patrick Milan qui est sur le terrain, qu'est-ce qui se passe, il y a des blocages, il y a des barrages. Et j'étais moi-même au lycée de Mamoudzou, parce qu'en même temps, il y avait aussi des jeunes qui bloquaient le lycée. Et donc, on ne comprenait pas. On savait qu'il y avait cette grève. En même temps, on avait l'impression que ça partait dans tous les sens. Dès le début, on s'est dit, il se passe un truc. Et c'est vrai qu'on a mis en place assez rapidement des éditions spéciales pour que les personnes qui soient dans leur voiture, chez eux, sachent ce qui se passe. Et c'est vrai que c'était très particulier parce que en tout cas moi j'étais encore étudiante et tout de suite on se retrouve confronté à de l'agressivité, parfois de l'énervement de certains, la colère de d'autres et tout ça, ça se passe en direct. Ça se passait en direct à la radio.
Donc c'est vrai que ces événements, c'est quelque chose d'assez fort, même au niveau de l'image de Kwezi et de la façon dont Kwezi a relayé l'information pendant tout ce mouvement. Et ça a contribué aussi à ce qu'on dise de Kwezi. Kwezi, c'est un média de proximité parce que on savait ce qui se passait sur Kwezi. Alors, il pouvait y avoir du coup, parce que tout se passait en même temps, c'était du direct à chaque fois, donc avec les aléas qui pouvaient arriver, mais on savait que, Kwezi est là, il faut qu'on dise ce qui se passe, et donc tout le monde venait dès qu'on avait une caméra de Kwezi, dès qu'on avait un micro de Kwezi, ou même parfois c'était le téléphone de Patrick Niang, il avait son téléphone, et les gens venaient et disaient, voilà, moi je veux dire ce qui se passe, voilà ce qui se passe, et on avait en temps et en heure un état des lieux de ce qui se passait. Et voilà comment aussi, je pense, l'identité de Kwezi s'est construite à travers ces grands mouvements, des choses assez graves malheureusement, mais qui ont fait qu'à un moment, ces personnes-là qui avaient besoin d'être entendues, qui avaient besoin de délivrer des messages, se sont dit, eh bien, il y a le 100% Mayotte, parce que c'est comme ça qu'on l'appelait, il y a 100% Mayotte avec sa moto, parce qu'il avait sa moto, il est là, vite, on va dire ce qui se passe. Et il savait qu'il n'y avait, alors, il y avait aussi des inconvénients, mais il n'y avait pas de filtre. Les personnes prenaient le téléphone de Patrick Niang, les personnes prenaient et ils racontaient ce qui se passait. Et voilà comment cette grève a été couverte médiatiquement sur Kwezi FM et sur KTV. Merci Abi. Et justement, effectivement, en 2011, ça a marqué les esprits, mais les mouvements sociaux, ils se sont succédés, que ce soit pour réclamer la baisse du coût de la vie, comme le rattrapage social ou encore la fin de l'insécurité. Moins de 7 ans après le mouvement contre la vie chère, le début de l'année 2018 est marqué par la gronde sociale jusqu'à ce mois de février où la grève générale 2018 prend forme. On regarde quelques images qui parlent d'elles-mêmes. Syndicats, collectifs, commerçants ou bien encore élus étaient bien présents pour soutenir les victimes de violences sur le territoire. Préfet na juge babu wanje zao waskar swatsaha na wafanya démission ya mwanadamu hahe na weke na haya dégage préfet juge dégage. Des centaines de véhicules abandonnés par leurs propriétaires. Ils sont très nombreux à prendre le chemin du travail ou de leur choix à pied. Mais pour cela, il faut détourner un barrage en plein milieu de la route. J'ai eu l'occasion de venir déjà à Mayotte, de travailler sur les dossiers de Mayotte. Et soyez sûrs de mon engagement et soyez sûrs de l'engagement du gouvernement en la matière. C'est pour ça que je suis venu tout de suite aussi. Alors Amina, vous avez suivi cette grève de très très près. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant ces 7 semaines de mouvement ? Alors en fait, il faut juste rappeler que j'avais commencé mon engagement politique, donc j'avais 2 visions, en fait, la journaliste qui voulait savoir ce qui se passait et la partie politique où j'étais aussi sur le côté où on échangeait avec les gens sur le pourquoi, sur quoi faire. Donc j'avais vraiment une vision très, très large. Au-delà de l'information, j'essaie d'aller un petit peu plus loin. C'est vrai que ça montre que les mouvements sociaux font partie de la vie des Mahorais, en tout cas lorsqu'ils veulent exprimer un mécontentement, ils veulent exprimer des choses qu'ils souhaitent voir changer. Et aujourd'hui, c'est vrai que les médias font partie de ceux qui relayent ces mouvements-là. C'est pour ça que c'est très important de savoir exactement de quoi il en est pour pouvoir donner la bonne information qui permettra après d'avoir la bonne réponse. Exactement, exactement. C'est là où c'est pas toujours simple, mais effectivement, c'est ce qu'à Kwezi nous essayons de faire. Et on va se pencher maintenant sur d'autres moments marquants. C'est bien sûr les visites présidentielles. Le 22 août 2014, François Hollande foule le sol du département. Une visite éclair et un passage inévitable par le micro de Patrick Niang. Je pense aussi à ces jeunes. Chômage des jeunes, 60%. Exact. 60% en moins de 20 ans. Donc, rendez-vous compte, le risque que ça représente une génération qui serait en rupture. Qu'est-ce que vous allez faire ? Alors, ce que je vais faire, d'abord, les emplois aidés, qui ont été réduits, comment le comprendre, que ce qui c'était finalement des premières entrées pour travailler, ces emplois aidés étaient à ce point diminués. Les emplois aidés, les emplois jeunes qui avaient été
un moment installé par le gouvernement de Lionel Jospin, je les rétablirai. J'appelle ça les emplois d'avenir. Et puis le contrat de génération. Abi, racontez-nous cette visite en quelques mots, notamment cette édition spéciale que vous avez présentée à 19h. Je crois qu'Abi a un problème de connexion. Vous vous souvenez, Amina, de ce moment ? C'est toujours important quand un territoire reçoit un président de la République, hein, et je sais qu'il y avait beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir, et on était tous accrochés un petit peu à notre écran en essayant de savoir ce que le président allait annoncer. Ça, c'est vraiment des moments marquants pour le territoire. Et effectivement, à l'époque d'Hollande, il y avait vraiment de ces questions sociales. Il y avait vraiment, là, il a parlé de l'emploi des jeunes. Enfin, ce sont des questions qui sont encore d'actualité. Hein, on parlait du chômage des jeunes, de la délinquance. Exactement, déjà à l'époque. Donc, on voit bien qu'il y a des choses qui doivent vraiment être appuyées, vraiment être prises à bras-le-corps pour qu'on puisse enfin sortir de cette spirale dans laquelle Mayotte se trouve depuis trop longtemps maintenant. Alors 5 ans après François Hollande, en octobre 2019, c'est au tour d'Emmanuel Macron de se rendre à Mayotte. Il est le premier président à rester dormir sur notre île. Moment phare de cette visite, un discours devant le port de plaisance de Mamoudzou. Tout le monde se souvient de ce fameux Pakacho. Maore Faranza. Maore na Faranza Pakacho. C'est en Chimaoré que le président de la République a débuté son discours. Le chef de l'État ne pouvait pas s'adresser aux Mahorais sans parler d'éducation. Alors que François Hollande avait promis 600 salles de classe construites d'ici la fin de son quinquennat, Emmanuel Macron a fait monter les enchères et promis 800 salles de classe ouvertes d'ici 2022. La France, c'est l'éducation et les jeunes. Vous avez raison, et je sais ici qu'il y a beaucoup de mères de famille qui veulent une éducation de qualité à Mayotte pour leurs enfants. Pour conclure, Emmanuel Macron a évoqué le transport aérien et annoncé la construction d'ici 1 an et demi d'une piste longue. Quand je suis arrivé à Mayotte, j'ai compris que la piste était courte parce qu'on freine beaucoup. Donc oui, on le fera. Alors il se trouve qu'on a ce soir sur notre plateau la personne qui a soufflé cette expression au chef de l'État. Alors Amina, ce Pakacho, en réalité, c'est vous qui le proposez à Emmanuel Macron en amont de la visite présidentielle. Alors ça s'est passé pas forcément directement au président, mais à son conseiller outre-mer de l'époque, donc Stanislas Cazel. Et en fait, on avait demandé ce que j'en pensais. En fait, on avait échangé sur le fait que ça serait peut-être pas mal qu'on mette des allocutions en mahorais, puisque voilà, c'était une sorte de considération à l'égard de nos parents qui ne parlent pas tous. Ça signifie un peu jusqu'à l'infini, jusqu'au bout. Exactement. Sans rupture. Voilà. Et du coup, dans l'idée, c'était de dire, voilà, comme beaucoup de Mahorais avaient encore des doutes sur le fait que le président Macron tenait à Mayotte. Enfin, il y avait vraiment une polémique à l'époque. Je dis, c'est tout simple. À Mayotte, quand les gens s'aiment jusqu'au bout, on dit Pakacho. Et donc, voilà, on a retenu ça comme ça. Et on s'est dit, moi, je suis persuadée que ça parlera aux Mahorais et que c'est quelque chose qui sera suffisamment fort. Et j'ai été vraiment très étonnée et ravie que ça ait été repris. Maore na Faranza Pakacho. Et voilà, c'est resté, ça a marqué maintenant voilà, ce quinquennat et l'histoire de Mayotte quand même. Alors, beaucoup d'autres sujets ont marqué l'actualité des 10 dernières années, notamment les caprices de Mère Nature. Le 29 et 30 mars 2014, le cyclone Hélène frappe le département, notamment le nord de l'île. La commune d'Aqua est frappée de plein fouet aux grandes dames d'une population impuissante. Écoles inondées, rues saccagées, une chaîne de solidarité s'est créée pour nettoyer 3 commerces du village. Ainsi, toutes les habitations dans le secteur de Aqua 2 sont à l'image de cette école maternelle, inondée par des eaux boueuses. Les habitants ont tout perdu. Il y avait une cuisine qui était là, les toilettes qui étaient par là-bas. Il y avait une salle aussi qui était par là-bas, là où on se lavait les mains. Tout est parti. Il ne reste plus rien. C'est des habitants traumatisés et sous le choc que nous rencontrons samedi matin. Ils ont passé toute la nuit à nettoyer leur maison. Les enfants ont été mis à l'abri chez de la famille à Aqua 3. Mama Célèbre, la présidente du village, entrait dans les maisons pour constater les dégâts. Pour elle, les élections auraient dû être reportées.
Et ce jeudi 1er avril, on enchaîne sur les sujets. L'affaire Roukia est revenue à la une de l'actualité. En effet, le procès débuté en janvier 2016 n'est pas encore clos, notamment pour les policiers et gendarmes impliqués. Regardons l'avocat de Mathias Belmer qui s'exprime à l'issue du verdict il y a de cela plus de 5 ans. Concernant mon client, Mathias Belmer, je pense qu'on peut avoir 2 lectures de la situation. Première lecture, c'est celui qui, par rapport aux réquisitions, a bénéficié d'une peine la plus réduite. On avait requis 8 ans contre lui et ont été prononcés 5 ans à son égard. En ce qui concerne les forces de l'ordre, police, gendarmerie, qui étaient devant ce tribunal également, à l'encontre desquels sont prononcées des peines beaucoup plus légères, je pense qu'on aurait pu avoir un message fort. Dans les commissariats, on se tient au courant, on entend ces peines. Et si un policier est condamné pour avoir fait venir de la drogue, pour avoir ensuite remis cette drogue en circulation, la police est une institution où l'on discute des sanctions judiciaires et là, on aurait un véritable effet dissuasif. Alors Amina, le procès a duré plus d'une semaine, il a marqué les 10 dernières années cette affaire, tout le monde s'en souvient, cette jeune Roukia. Durant une semaine, Kwesi a suivi l'ensemble des audiences. Pourquoi cette affaire a autant marqué l'opinion publique ? Justement parce que ça mettait en scène des personnes qui sont censées protéger, sécuriser la population. Et le fait d'avoir vu qu'ils étaient impliqués peut-être dans cette affaire-là, moi je me rappelle en fait en dehors des plateaux que j'étais beaucoup interpellée à l'extérieur. C'est là où j'ai compris, on comprend tout de suite que les esprits sont énormément marqués par l'affaire. Et en gros, c'est garder aussi quelque part une certaine mesure parce qu'on est journaliste. On n'est pas là pour, entre guillemets, s'immiscer dans le judiciaire, mais donc vraiment donner l'information telle qu'on la reçoit et éviter de rentrer dans la polémique, laisser ça à ceux qui souhaitent le faire. C'est ça qui est compliqué en fait, faire comprendre aux gens, on vous donne une information, mais on s'abstient de la commenter par la suite en tout cas. Et depuis 10 ans, l'immigration est aussi au cœur de l'actualité. En mai 2016, quelques mois après ce procès, des décasages ont lieu notamment dans le sud de l'île, sur des parcelles occupées illégalement. C'est alors la naissance de l'affaire des décasés qui s'installe sur la place de la République. Regardons un court extrait des nombreux reportages que nous avons réalisés sur place. La situation interpelle les Comoriens qui résident en France et à La Réunion, ce qui a notamment valu le déplacement d'une équipe de Réunion Première et France 24. En effet, la situation est grave, mais tout le monde ne semble pas prendre la mesure de ce qui se passe actuellement. Même s'il ne s'agissait pas de Comoriens, mais en tant qu'humain, je ne fais pas de propagande, enfin je ne vais pas m'appuyer sur le sensible, mais on est humain ou on ne l'est pas. Le récit de cette dictée improvisée raconte l'histoire d'un Comorien qui s'accroche à ses rêves. Anthony, l'un des bénévoles de l'association Village d'Eva, espère apporter de l'espoir à ses enfants qui devraient être sur les bancs de l'école pour recevoir une instruction. L'absence d'élus et des représentants des cadis suscite l'interrogation dans la foule. Après plusieurs réunions, il a finalement été décidé d'attendre qu'une proposition émane à nouveau des autorités, tandis qu'à Bouéni, plusieurs voitures ont été incendiées en signe de représailles face aux expulsions. Alors Amina, je me souviens qu'il était difficile de comprendre finalement ce qui se passait. Il y avait beaucoup d'instrumentalisation aussi autour de ces personnes, notamment jusqu'à leur départ au gîte du Bengali. On avait un peu l'impression que tout le monde s'est réveillé à partir du mois de mai 2016 sur les problèmes que pose l'immigration à Mayotte. Effectivement, nous on se rappelle, on faisait souvent la ronde, donc après le journal, on allait voir s'il y avait du monde sur la place ou pas, et on s'interrogeait, des fois on se disait mais il y a moins de monde que dans la journée. En fait, on s'est rendu compte quelque part qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et de fil en aiguille, on a su qu'il y avait quand même des personnes qui utilisaient cette affaire-là pour à des fins politiques. Et encore une fois, on se gardait bien évidemment de commenter, mais de donner les informations qu'on recevait. C'est là où c'était important de faire des investigations. C'était compliqué, on va retrouver Abby dans quelques instants. On va parler des côtés positifs. L'actualité, c'est aussi des sourires, des moments de joie, du positif. Comment ne pas évoquer toutes ces actions qui, pendant 10 ans, ont permis de montrer que Mayotte, ce n'est pas qu'une île de tous les défis. C'est aussi des personnes impliquées, des événements qui rayonnent à l'échelle internationale. C'est le cas de la mythique course de pneus. L'événement est ancré dans la tradition mahoraise, très populaire. Elle a su encore une fois ce samedi apporter ses lots de surprises avec une jeune femme enceinte de 9 mois qui a participé à la course. Je vois des
C'était tellement bon, Vancam. Comme tous les ans, les déguisements étaient de sortie. On a voulu que la région soit bien représentée, puis on trouve ça rigolo de courir avec les coiffes de bigouden sur la tête. Et accessoirement, pour se repérer dans la foule, c'est super pratique. Descendre les escaliers, longer les trottoirs, s'entraîner pour peut-être remporter la course de pneus. Même si je sais que l'organisation fait tout. Alors nous sommes bien sûr en direct. Nous avions perdu Abby pendant quelques instants. Abby, vous êtes de nouveau avec nous. Depuis 10 ans, Kwesi a toujours été au rendez-vous pour montrer aussi les images de Mayotte, le Mayotte qui se rassemble. Des images qui font du bien, de l'actualité positive. Ça passe par le journal, mais ça passe aussi par tous les grands formats qu'on a fait. À la base, on a quand même beaucoup fait de longs formats, que ce soit des moments de vie comme la récolte du blé, et on a vu tous ces reportages-là qui n'avaient peut-être pas été suffisamment mis en avant. On les a vus sur KTV. Et c'est pour ça aussi que les gens étaient contents de nous voir, de nous ouvrir leurs portes. Là, on parle de la course de pneus parce que c'est un moment incontournable, c'est la plus belle course au monde. On ne la présente plus, que ce soit à Mayotte ou ailleurs, mais il y a eu énormément de moments positifs, de moments qui font qu'on est heureux tout simplement de vivre sur le territoire de Mayotte. Et c'est vrai que Kwesi a toujours mis au cœur de ses programmations ce Mayotte-là. On l'a vu avec des programmes longs comme Hip Hop Evolution, qui au fil des années a pris énormément de place. On l'a vu avec des rencontres sportives qu'on ne voyait pas beaucoup, comme le rugby. C'est quand même avec Kwesi qu'on a de plus en plus vu les matchs de rugby, on les a suivis. On a eu des concerts live, on a eu aussi ces instants de vie avec ces pastilles, que ce soit par exemple dans les madrassas, que ce soit dans les voulées tout simplement, parce que ça faisait aussi partie de l'ADN de Kwesi, de montrer ces instants de vie, de montrer ces moments de bonheur, de montrer des choses qui ne vont pas bien, mais énormément de choses qui vont bien aussi. Merci beaucoup Abby. On va parler d'une autre action que nous souhaitions nous remémorer, c'est le Tour de Mayotte en fauteuil roulant, initié par Dr Léo. Le projet prend de l'ampleur et rassemble des centaines de personnes chaque jour dans les différentes communes de l'île. Je vous propose de regarder un résumé de cette action qui a sans doute permis de mettre en lumière les difficultés des personnes en situation de handicap à Mayotte. Le TMF est un combat, sachez-le, et là je m'adresse à tous les gosses qui sont en fauteuil roulant, que j'ai vu, qui sont ici dans cet établissement. Sachez que quand vous allez sortir d'ici, si vous restez à Mayotte, ça sera compliqué, mais il faut se battre. Ce Tour de Mayotte fauteuil roulant, c'est un combat. C'est-à-dire que c'est un parcours qui mène à la liberté. Mais cette liberté, elle n'est pas gratuite. J'espère qu'un jour, on pourra faire ce TMF chaque année. Alors Amina, je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Cette action, elle a permis de faire bouger les lignes, on a l'impression, même s'il reste encore beaucoup à faire. Alors Dr Léo, je l'avais rencontré parce qu'on m'avait parlé de lui. Et je me rappelle à l'époque, je faisais les rendez-vous de l'info et j'avais dit à Jérôme, tiens, on va aller au nord, aller le rencontrer. Donc on l'a appelé. Et il nous a parlé de ses projets, et on a dit, Jérôme, on s'est regardé, on va faire en sorte de pouvoir lui donner un coup de main. Et on en a parlé ici, en fait, on s'est tous mobilisés, je me rappelle à l'époque, pour pouvoir lui faire un petit coup de pub. Et de fil en aiguille, les choses ont pris. Et aujourd'hui, je suis vraiment très ravie de voir qu'avec de la persévérance et beaucoup d'engagement et de dévouement parfois même, des projets qui sont censés être des petites initiatives, pilules comme ça. C'est aussi notre rôle. Exactement, et s'étendent sur tout le territoire et font que tout Mayotte s'implique
Et ça, c'est vraiment très beau. C'est vraiment le côté qui me faisait plaisir quand j'étais journaliste, c'est d'être sur le terrain, d'aller rencontrer les gens, d'échanger avec eux, de savoir ce qui se passe aussi dans le terroir, en fait, dans les territoires, pas que à Mamoudzou, mais vraiment aller dans les différents villages de Mayotte et que je découvrais aussi ma culture, parce qu'encore une fois, c'est dans ces genres d'actions qu'on sait vraiment ce que font les gens. Alors il est temps d'ouvrir une nouvelle séquence, celle des moments qui ont marqué les présentateurs. On commence avec vous, Abi. Nous sommes en novembre 2013 et les fonctionnaires sont vent debout suite à l'annonce de l'imposition de la prime d'éloignement. Une marche symbolique pour illustrer le départ des fonctionnaires de Mayotte. Dès 8h30, la barge était prise d'assaut. Des centaines d'agents de la fonction publique sur le départ. Les valises ont ensuite pris la direction de l'aéroport. Au sein du cortège, grévistes et lycéens ensemble. Ça va, Cozy, ça va, merci. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez pas ce qui se passe? Vous voyez pas ce qui se passe là? Il y a les forces de l'ordre qui viennent de nous déloger par la force. Ça. Voilà, c'est ça ce qui se passe. Ça. Vous n'étiez pas là vendredi, c'est bizarre. Oui, voilà. Donc là, on résiste et puis on essaye de bloquer le portail au maximum. C'est solidement armé que les agents de la police ont débloqué les accès. Mais les messages officiels semblent bien loin de la réalité. Alors Abi, pourquoi ce moment plus qu'un autre? Qu'est-ce qui vous a marqué avec cette grève? On se souvient qu'ils déchiraient leurs feuilles d'impôt, notamment devant le centre des impôts à Mamoudzou. Alors, moi, il y a énormément de moments qui m'ont marqué, mais c'est vrai que je pense assez spontanément à ce moment-là. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est vrai que quand on parle de grève à Mayotte, c'est souvent des Mahorais qui grèvent contre la vie chère, qui grèvent contre l'insécurité, qui grèvent pour l'indexation, qui grèvent pour une amélioration des conditions de vie. Donc c'est vrai que déjà il y avait dans ce mouvement quelque chose de surprenant. Ensuite, il y a aussi le fait que, mis à part quelques grosses grèves, de manière générale, quand on grève à Mayotte, et c'est vrai qu'on se moque des Mahorais pour ça, alors que dans la revendication des Mahorais, c'est plutôt festif. Généralement, il y a de la musique, généralement, il y a des cortèges, il y a des grillades. Donc c'est vrai que les grèves qui se sont succédées, et il y a vraiment un esprit, on va dire, revendicateur certes, mais plutôt calme. Et là, dans ce mouvement de grève-là, qui a plutôt été qui a duré, déjà de 1, c'est vrai qu'au niveau des grévistes, c'est des grévistes c'est des visages qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et ils étaient en train de gréver parce qu'ils ne voulaient pas être imposés sur des primes. Alors, c'est vrai que du coup, ça surprend parce qu'on ne comprend pas trop comment fonctionne ce système de primes. On découvre qu'il y a des primes, on découvre que ce n'était pas imposable. Et là, en fait, il y a tous ces éléments-là qui font que... Et en plus aussi, dans la façon dont le mouvement s'est organisé, ça a été quand même... c'est allé plutôt loin, c'est-à-dire que je me rappelle de ces... Alors il y a eu ce mouvement, comme vous dites, devant le centre des impôts, où les grévistes avaient forcé donc, le portail du centre des impôts pour justement déchirer leur fiche d'imposition, qui était quand même, en termes d'image, c'était quand même assez marquant. On voyait tous ces grévistes autour qui avaient investi tout le centre des impôts. C'était très fort en termes d'image. Et il y avait aussi cette image les grévistes qui prenaient leur bagages pour rentrer, pour partir. Ils traînaient, je me rappellerai... On l'a vu sur les images, leurs valises. Voilà, ils prenaient leurs valises. Et c'est vrai que c'était des images très fortes. C'était des images très fortes et des images qu'on n'avait pas l'habitude de voir, et avec des grévistes qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Et c'est vrai que... ça fait poser certaines questions, parce qu'aujourd'hui, maintenant, on s'aligne de plus en plus vers le droit commun, et c'était normal qu'on passe par cette étape-là. Ça pose des questions d'attractivité. Est-ce que pour que Mayotte soit attractif, il faut qu'il y ait des primes, de grosses primes
voilà, il y a eu, on va dire, avec cette partie-là de ce mouvement, il y a eu énormément de questions qui sont revenues que je me suis posées en tant que journaliste. Et c'est vrai qu'en termes d'image, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Merci beaucoup Abi, on va enchaîner, on a encore beaucoup de choses à voir. Et Amina, lorsqu'on a préparé cette émission, vous n'avez pas hésité une seconde au moment de choisir le moment qui vous a particulièrement marqué. Nous sommes en avril 2016 et des émeutes éclatent à Mtsapéré. On regarde un court résumé. Près de 150 individus sont rentrés dans le quartier et ont tout saccagé sur leur passage. Tu vois derrière nous, il y a des véhicules qui ont été cassés, des maisons saccagées et une terreur. Ils ont foutu une terreur dans notre quartier. On a tous eu peur pour nos enfants, pour nos biens et ça continue. Et on a tous peur. Là, on a enlevé les enfants du quartier. Tous les enfants, on les envoie ailleurs. Nous, les adultes, on a décidé de rester parce qu'on ne peut pas abandonner nos biens et nos maisons. Quelqu'un qui va toucher mon enfant ou mon entourage, je ne vais pas attendre la police, ni la gendarmerie, ni la justice. Wami ni la gouvernement mi fundo madrasi nami jana sharto madrasi makilimo jonra tiwayo na wana zoni kila mtu akotali yaro babo isenyeze suramba hulawana hawaivumao wasir simia ya ihifadhi warifanye patri hunu mitana na mauku atarshinde rivukie na wana mana mabayani wasikartijwa asulia mbavani ya javani ntini au ya ndesantini. Amina, vous étiez sur place, racontez-nous comment les choses se sont passées. Alors déjà, il faut savoir que quand les émeutes ont commencé, je voyais mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, plein de messages, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Et le temps de me rendre compte de ce qui se passait, moi je suis de Mtsapéré, donc forcément on tombe des nues. On voit ces images de dizaines et des dizaines de jeunes dehors en train de tout casser. On se dit mais est-ce que c'est réel? Brûler, casser, armé, c'était du et voilà, et moi tout de suite mon réflexe, je voulais aller sur le terrain. On m'a dit écoute, tu ne bouges pas de là où tu es folle, c'est n'importe quoi, ne fais pas ça. Donc je suivais de très près, donc les messages étaient échangés entre les gens et moi. Donc j'arrivais à retranscrire un petit peu ce qui se passait et il y a eu quelques jours où justement ça a continué. Et les rues étaient vides. Et je me rappelle d'un soir, je dis non, il faut absolument que je sache ce qui se passe, il faut absolument qu'on y aille. Et je me rappelle de mon frère qui m'a proposé de m'accompagner en me disant tu n'y vas pas seul. Donc le soir, on a sillonné Mtsapéré, tous les quartiers. Et on a vu à un moment donné dans les hauteurs des jeunes qui menaçaient. Et moi, j'ai dit non, il faut quand même qu'on y aille. Et là, on a réussi à discuter un petit peu avec eux. Et on se dit mais en fait, ça peut exploser à tout moment. On était déjà en 2016. Et je me dis, mais c'est quand même étonnant qu'un mouvement comme ça de jeunes ne puisse pas être canalisé. Et encore une fois, moi j'essaie quand même de rester très journalistique, mais avec tous ces questionnements qui revenaient, et en me disant sur un territoire comme celui-là, c'est quand même étonnant. D'autant que ces scènes, elles se sont ensuite reproduites à exactement, nombreuses reprises. Et elles ont eu tendance à se multiplier. Alors c'était vraiment difficile de trancher. J'ai aussi choisi un événement marquant. On est en novembre 2016 et j'ai pu tourner avec le GSP, le groupement de sécurité et de proximité, qui venait d'être lancé au commissariat de Mamoudzou. J'ai pu tourner un sujet et le reste se passe de commentaires, du moins pour le moment. Vous mettez là avec les autres là. Vous mettez là avec les autres là. Tourne-toi, tourne. Reste là, je dis. Restez là. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a quand même des policiers expérimentés, vous avez pu constater, donc des gens également issus pour beaucoup de Mayotte. Donc on a une approche évidemment différente de certains autres policiers, donc l'expérience parle, et comme vous avez pu le voir, ils savent à quel moment on doit utiliser la force et l'utiliser à bon escient. On pourrait penser que vis-à-vis de la violence des gens, la réponse sera aussi importante, et en fait on voit bien que, vous avez vu, la force a été employée vraiment à la bonne dose. Concernant le viol à Barakili, je vous transmets le signalement de l'individu pour les unités engagées sous la République. Voilà, j'ai choisi ce reportage parce que c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses lors de cette nuit. C'était pas prévu. Évidemment, on a suivi les policiers, on ne savait pas ce qui allait se passer. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte à quel point c'était loin d'être calme. C'était un métier extrêmement difficile
aussi, pardon, et on s'est rendu compte que voilà, il y avait un manque de respect de l'uniforme. On le voit, les policiers ne sont pas du tout respectés, et on le voit sur ce qui se passe aujourd'hui, sur la délinquance, sur cette jeunesse qui n'a pas de repères et qui ne se rend pas compte que la police, la gendarmerie, c'est la loi, c'est eux qui représentent la loi. C'est pour ça que c'est vraiment ce sujet qui m'a marqué, notamment lorsqu'on voit l'actualité du moment et de ces dernières années, on comprend lorsqu'on a pu suivre les policiers. Il nous reste encore quelques minutes et nous allons les consacrer à l'esprit, Kwesi, au fou rire, aux imprévus, aux aléas de présenter un JT en direct. Le 20 septembre 2013, est-ce que ça vous rappelle quelque chose, Abby? Et bien justement, on va regarder ce moment que l'on qualifiera de spontané. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Joyeux anniversaire à vie. Joyeux anniversaire. Arrête, tu peux. Merci. Allez, souffle ton bougie. Allez, c'est bon. T'es vieille, t'as pris quoi? Pas en plus. Tout d'un coup, t'as pris 50 plus. Laisse-le le gâteau. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le faux journal de Camara, ensuite ce sera le temps de parole. Excellent week-end à tous. N'oubliez pas Battle de l'Ouest samedi. On se retrouve nous lundi pour un nouveau journal. Les Kwaheri. Alors Abby, vraiment rapidement en un mot, c'est ça pour vous l'esprit Kwesi, ne pas toujours respecter les règles présumées de la télévision? Tout à fait, c'est exactement ça. Il n'y a qu'à Kwesi où on aurait pu faire ça et il n'y a qu'à Kwesi où on a fait énormément d'autres choses exactement dans cet esprit-là, c'est ça. Alors Amina, pour vous aussi on a une petite surprise, je n'en dis pas plus car là encore ça se passe de commentaires. Oui, je repasse jamais mes fringues derrière que devant. Je repasse que le devant, nickel. Jusque-là, c'est nickel. Après, le reste, je m'en fous. C'est ça. Puis derrière, voilà. Il y a un angle jusqu'à cet angle-là. Oula, Camille, t'as pas intérêt. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle a enregistré tout ce que j'ai dit. Alors Amina, moi j'ai un souvenir de vos valises. Racontez-nous ces fameuses valises que vous transportiez tous les jours. C'est vrai, c'est que faut savoir qu'avant de venir au JT, j'avais une activité, j'avais une vie avant de venir à Kwesi, donc je me préparais toujours au JT le soir avec le matin, qu'est-ce que je vais mettre ce soir, comment je vais me coiffer. Les rendez-vous de l'info aussi. Et j'avais aussi d'autres tournages dans la journée, donc en fait je m'organisais, il y a une période où j'étais à l'antenne, enfin je passais à l'antenne du lundi au dimanche, donc il fallait 7 tenues différentes par jour. Et par semaine pour les présentations, et du coup c'était infernal en fait. Tous les matins c'était trimballer ma valise parce qu'il fallait que je sois prête à tout moment pour le tournage, pour le JT, et j'avais mon coffre qui était rempli de chaussures, de vêtements, dans des valises bien rangées, mais voilà, c'était une période de ma vie assez lourde, on va dire, en termes d'organisation. Au sens propre comme au figuré. On passe maintenant aux grandes ITV avec un extrait de décembre 2015, une interview un peu particulière avec le député de l'époque, Bouanali Saïd, qui avait été arrêté et contrôlé positif à l'alcool. Vous parlez des problèmes avec la jeunesse, on se rappelle de cette intervention lors d'une émission nationale. Vous aviez pointé justement la vente d'alcool qui, selon vous, était la conséquence, était l'origine de certaines dérives des jeunes. Donc forcément, avec ce qui s'est passé, il y a eu quand même un écho qu'on ne pouvait pas ignorer. Mais ne faites pas de confusion entre une jeunesse et un adulte. Bouanali est quand même un être humain doué d'une certaine liberté, sauf si vous voulez me la priver. Non, mais attention, si vous voulez me priver d'une liberté, auquel cas, j'espère, ce qui n'est pas dans votre mode de pensée. Mais bon, jusqu'à la preuve du contraire, on ne m'a pas enchaîné pour cette liberté que je pouvais avoir. Effectivement, il y a eu un excès, je n'en disconviens pas, mais nous parlons d'une jeunesse en voie de construction de son devenir à qui il appartient aux adultes de protéger. Maintenant, une vie privée ne se confond pas avec une vie publique. Et je pense qu'il ne faut pas trop dépasser les frontières, sinon on peut parler d'amalgame.
Que d'ITV mémorable, Amina, Abi également. Il y en a eu vraiment beaucoup, c'est dur de faire des choix. Effectivement, on a pris ce passage, on aurait pu en prendre beaucoup d'autres. Je pense à Bakar Aliboto lors de la démission, ou plutôt de l'éviction de Mahmoud Aziari. Il y avait vraiment eu énormément dans la matinale aussi, avec ce clash entre Daniel Zaïdani et Salim Naouda. Voilà, on a fait un choix, mais c'est vrai que c'est aussi le JT des ITV mémorables dont on gardera des souvenirs bons comme mauvais. Et les aléas du direct aussi, on en a parlé, on en a eu un tout à l'heure avec cette rupture de connexion. Il y en a eu des dizaines, comme le 30 octobre 2013 avec un JT, là encore, un petit peu spécial. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Un journal un peu bousculé puisque depuis 15 h c'est le blackout général à Mayotte. Nous faisons donc avec les moyens du bord afin de vous proposer tout de suite le principal de l'actualité de ce mercredi 30 octobre. Et à la une de l'actualité, la guerre des airs est lancée. Depuis quelques jours, les tensions entre la France et les Comores se faisaient sentir. Aujourd'hui, le blocus est établi. L'avion d'Ewa qui devait partir pour Moroni n'a pas pu décoller faute d'autorisation. La réplique est aussitôt arrivée. Un terril ne peut plus atterrir à Mayotte. Une situation qui intervient alors même que l'avion a atterri pour la première fois sur le tarmac de Pamandie ce matin. Alors Abi, c'était une période un petit peu spéciale, c'était les débuts de Kwezi et il y avait effectivement des problèmes d'électricité qui touchaient toute l'île et parfois vous étiez au chômage technique. Entre 2013 et 2014, ça a été vraiment énormément de blackouts et soit ça arrivait le matin et à ce moment-là, on était au chômage technique, on attendait que l'électricité revienne et là on pouvait trouver des solutions, soit ça se passait quelques minutes avant 19 h, avant le début du journal, et là, on ne pouvait pas diffuser. Et ouais, ça fait partie de l'histoire de Mayotte, de Kwezi, du coup, puisqu'on a été vraiment dépendant complètement de cette situation. Et on a fait avec à chaque fois. Quand on pouvait, on l'a sorti, le journal. Quand on ne pouvait pas, on expliquait ça le lendemain dans la matinale. Alors 10 ans de JT, c'est aussi des rires, on l'a dit, des dérapages incontrôlés comme le 27 septembre 2013 où après avoir marié 2 hommes pour la toute première fois à Mayotte, le maire de Mamoudzou et sénateur de l'époque, Abdourahmane Soilihi, est pour le moins dérouté par les questions de Patrick Mian. L'événement était attendu pour 10 h, mais c'est bien plus tôt que les mariés sont passés devant monsieur le maire. Car c'est bien Abdourahmane Soilihi qui a uni les 2 hommes. Il avait pourtant affirmé qu'il déléguerait cette tâche à l'un de ses adjoints. Que nenni, c'est loin du tumulte médiatique qu'ils se sont dit oui. Une cérémonie qui a failli être perturbée. Vers 10 h, un petit groupe s'est introduit dans la mairie avec la ferme intention de gâcher la fête. Mais tout a été fait pour que la loi soit respectée. Ils se sont embrassés à la fin? Ils se sont embrassés, oui. Devant vous? Devant le maire, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? J'avoue, je n'ai pas regardé. Vous n'avez pas regardé? Non. Vous avez entendu le bruit quand même? J'ai pas fait attention. Et pendant longtemps, avant de clore le journal, nous lancions la météo. KTV a lancé la première météo présentée à Mayotte. Et ce soir, nous vous avons préparé une surprise. Ornella Perrine, la première présentatrice météo de l'île, est avec nous par téléphone depuis l'île de la Réunion. Ornella, bonsoir. Est-ce que vous nous entendez? Bonsoir Pierre, je vous entends très très bien. Alors, la météo sur KTV, c'est vous. Je vous propose, Ornella, de revoir l'une de vos toutes premières météos avec un lancement d'habits, comment dire, mémorable. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre vendredi. Demain, bonne fête à Claire, à Geoffrey et à Godefroy. Sachez que demain est également la journée mondiale de l'urbanisme. Et puis, en 8 novembre 1935, est né Alain Delon. Donc, Abi Seydatinani lance la météo. Allez. Voici les prévisions pour demain, vendredi 8 novembre. Le temps est changeant, à savoir période ensoleillée, passage nuageux, responsable d'averses éparses. Le vent souffle du nord au nord-ouest de 10 à 20 km/h.
Alors Ornella, vous êtes avec nous, vous avez entendu, vous vous souvenez de cette époque. Même question que j'ai posée tout à l'heure, qu'est-ce que vous garderez des années au sein du groupe Kwezi? Vous avez notamment présenté aussi les bons plans d'Ornella, vous avez été une figure de la chaîne. Quels souvenirs vous en garderez? Je ne garde vraiment que des bons souvenirs. KTV m'a permis de faire mes premiers pas à la télé. Ça m'a également permis de découvrir Mayotte, au bon plan d'Ornella justement. Ça m'a permis de rencontrer énormément de gens, mais vraiment merveilleux. Et ça a toujours été une super expérience que je ne pourrai jamais oublier. D'ailleurs, je ne peux pas l'oublier puisqu'ils sont encore sur YouTube, donc voilà. Mais j'en garde vraiment un souvenir mémorable. Et voilà, je suis très très contente d'avoir fait partie et de toujours faire partie de la famille Kwezi. KTV. Voilà. Alors vous étiez connue pour votre sourire, un peu moins pour vos talents de chanteuse, et pourtant, je vous propose de regarder un court extrait, ça vaut le détour. Ok. Allez viens, c'est quoi les paroles après? Ça plane pour moi. C'est les beats, c'est pas les Beach Boys qui chantent ça? Ça plane pour moi. Alors Ornella, j'ai une question qui me taraude. Est-ce que vous, depuis, vous savez qui chante cette chanson? C'est pas Plastique Bertrand, non. Si, c'est Plastique Bertrand, c'est Plastique Bertrand. Bonne réponse, merci beaucoup. Ah ben voilà, il y a eu une évolution quand même, hein. Grâce à Kwezi. Merci beaucoup Amina, merci d'avoir été avec nous et à très vite sur Kwezi. Merci, au revoir. Merci également à nos deux invités exceptionnels, Abi, Amina. Il nous tarde de vous revoir sur Kwezi, vraiment. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission exceptionnelle. Merci beaucoup Pierre de l'invitation et ça fait vraiment plaisir de fêter ces 10 ans de KTV. De revoir tout ça aussi. Bien sûr, puisqu'on continue à suivre ce que KTV fait et puis on continue à être sur les plateaux de KTV. En tout cas, moi, je prends vraiment plaisir à venir ici à chaque fois. Merci beaucoup, Abi. Merci pour tous ces bons moments parce que j'en avais oublié certains. Merci et il nous tarde de vous revoir sur l'île aussi. Vous passerez par les locaux de Kwezi, bien évidemment. Bien évidemment. Avec grand plaisir, comme toujours. Il est temps de nous quitter, mais avant cela, j'aimerais remercier tous ceux qui ont contribué à offrir aux Mahorais de l'actualité chaque soir de la semaine. Je pense à Clémentine, la première rédactrice en chef, Noémie Zakaria, Fred, Leslie, Sony, Shakila, Abassi, Adèle, Marion. Je ne vais pas citer tout le monde, je vais en oublier en plus. Merci à tous, car sans vous, les présentateurs ne seraient rien. Merci également à tous ceux sans qui ce JT ne pourrait pas être diffusé. Je pense aux personnes en régie, Winnie, Jérôme, Camille, Ousmane, Sasuke, Daniel N, Daniel D et tous ceux que j'oublie. Merci à tous vraiment. Et on se donne rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même chaîne.